Bonsoir à tous. À la une de ce journal, confrontés à la guerre, les régions économiquement sinistrées de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest sont au bord d'une crise alimentaire. Face à la chute drastique de la production agricole, que prévoit le gouvernement pour lutter contre l'insécurité alimentaire? Et quel est le budget de ces Camerounais à une semaine du réveillon de Noël? Vous suivrez dans ce journal comment la crise sanitaire a affecté les capacités financières des Camerounais à pouvoir préparer les fêtes de fin d'année. Nous ferons également le point sur la page internationale consacrée ce soir à la situation humanitaire au Tigré en Éthiopie et également la dernière actualité politique en Afrique du Sud. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'impraticabilité de certaines routes et des voies d'accès reste un épineux problème dans la ville de Douala à 4 semaines du Chan 2021, à l'occasion de la visite du Premier ministre sur les infrastructures, sur les chantiers des infrastructures sportives et routières dans la capitale économique du Cameroun. Des Camerounais relèvent des points d'inquiétude qui persistent, notamment sur ces routes impraticables qui mènent à certaines infrastructures sportives dans la ville de Douala. On fait le point avec Emos Wangor et Sylvestre Hippolyte Zangao. À quelques semaines du coup d'envoi du Chan, voici l'unique voie d'accès praticable du stade omnisport de Bépanda. Nous sommes au lieu dit 3 morts, non loin du carrefour Agip. Pourtant, l'entrée principale qui donne accès à la plupart des tribunes est située sur cet axe qui va du lieu dit entrée omnisport au carrefour Agip. Rien n'a encore changé. Le chantier est toujours en arrêt. Les crevasses sur la chaussée s'agrandissent au quotidien. La circulation est régulièrement perturbée. Je me demande par quelle manière, par quel mystère, à moins d'un mois du Chan, comment pouvoir faire les travaux. Une seule voie d'entrée, l'entrée par 3 morts. La tribune officielle, les particuliers vont faire comment? Il y a un laxisme dans les travaux. Parce que depuis un certain temps, il y a eu des agents qui sont passés ici. On avait pris des mesures pour pouvoir faire des routes. Vous avez vu un peu de l'autre côté là-bas comment ils ont eu à creuser. Creuser, nous enlever même le camion. Après un moment donné, les travaux se sont arrêtés jusqu'à aujourd'hui. Sur la pénétrante est de Douala, repris il y a un mois environ, les travaux vont à un rythme qui rassure peu. Pour le Chan, plusieurs engins sont immobiles. De grands espaces terrassés attendent d'être bitumés. Cependant, non loin du carrefour Yassa, du bitume nouvellement posé sur quelques mètres trace la largeur définitive de cette route sur laquelle se trouve le stade de Japuma qui va abriter les matchs du Chan. Si la volonté des pouvoirs publics est que ce chantier soit prêt avant le coup d'envoi de la compétition, l'œil qui voit les ouvriers qui y travaillent peut douter de cette grande ambition. Pour le Premier ministre, les infrastructures sportives sont prêtes d'ores et déjà à accueillir la compétition du Chan en 2021 dans la capitale économique du Cameroun. Joseph Djangouté annonce que le taux de remplissage sera autour de 50% afin de respecter les mesures barrières liées au Covid-19. Il a mis en garde les jeunes badauds sur les risques d'insécurité. Il a évoqué la mise sur pied d'un dispositif sécuritaire pour dissuader les cas d'agression afin d'accueillir en toute hospitalité tous les amateurs et passionnés du football qui viendront du continent africain afin de suivre cette compétition qui se déroule au Cameroun d'ici mi-janvier 2021. De nombreux manquements observés dans le secteur du tourisme pourraient impacter sur les opportunités à saisir durant l'organisation du Chan en 2021. Des promoteurs d'établissements hôteliers et activités de loisirs ont été appelés à améliorer l'offre de services et respecter la réglementation en vigueur. C'était au cours d'une sectorielle qui s'est tenue à Obala. Compte rendu, Rodin Gassi et Marcelin Gansap. Des échos en provenance des délégations départementales font état d'une violation flagrante des conditions d'exercice des activités touristiques et de loisirs. Il y a un problème de manque d'appropriation des textes réglementaires. Les gens font dans un domaine où ils ne maîtrisent pas la loi qui régit cette activité.
Pour certains, c'est un blocage au niveau d'obtention des titres fonciers. Et ce qui fait que ça fait carrément un blocage pour obtenir le dossier d'autorisation. Donc vous restez dans la clandestinité malgré vous. Il y a ceux qui, de manière délibérée, ils se disent qu'ils ne peuvent pas avoir de l'argent pour faire un dossier pour l'autorisation. Selon eux, c'est très coûteux. Un rappel à l'ordre s'impose afin que nul n'ignore la réglementation en vigueur qui a déjà été suffisamment piétinée. Le Cameroun est une destination touristique et il faudrait que tous nos actes soient à l'image de cette affaire-là. Nous n'allons jamais nous fatiguer. Il n'y a pas de conditions ou alors de conditionnalité de trop pour dire aux uns et aux autres de respecter la législation. Donc tout ce que nous avions dit là, c'était pour les amener à respecter non seulement l'hygiène, mais le cadre sanitaire dans lequel doivent évoluer nos différentes structures. Si cette réunion de coordination des services déconcentrés avait pour but de faire le bilan des activités menées ces 6 derniers mois, elle s'est aussi voulu un cadre de remobilisation des énergies après les affres du coronavirus qui a fortement impacté le secteur du tourisme et des loisirs. Avec l'allègement des mesures de restriction mises en place par le gouvernement de la République, le tourisme est en train de renaître de ses centres. On voit les gens maintenant vaquer à leurs occupations parce qu'ils ont intégré le Covid dans la pratique du tourisme. Donc nous devons intégrer les mesures gouvernementales presque dans le cadre de la lutte contre l'avancée de la pandémie et le tourisme. Le Chan débute dans environ 1 mois. Le secteur du tourisme et des loisirs est interpellé. Ce d'autant que Yaoundé, qui abrite le siège des institutions, a un rôle majeur à jouer pour garantir le succès de cet événement. Déjà qu'il faudrait que les promoteurs se conforment à la loi. La seconde chose, c'est que les services qui sont rendus dans les structures soient la dimension de l'international, telle que prescrit par le ministre d'État, afin que toutes les mesures de sécurité soient prises pour que les touristes se sentent en sécurité dans les différentes structures de la région du centre. Et nous avons demandé à tous nos collaborateurs de veiller, d'être là comme des soldats pour que ces instructions du ministre d'État soient respectées. Le patron de la région ainsi que les délégués départementaux et certains promoteurs sont séparés à Obala sur le ferme engagement de travailler à rehausser l'image du secteur du tourisme et des loisirs. Les enjeux sont tels que chaque maillon de la chaîne doit jouer efficacement sa partition. Je vous le disais en titre, les troubles sociopolitiques et sécuritaires ont engendré une insécurité alimentaire dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Dans ces différentes parties du Cameroun, la chute drastique de la production agricole est évoquée dans un rapport gouvernemental. Face à cette situation préoccupante, une nouvelle stratégie de réduction de la faim a été présentée pour les 5 prochaines années. Explication avec Joël Essengé et Ike Cyril. Déclarées zones économiquement sinistrées, les régions du nord-ouest et du sud-ouest font face à une crise alimentaire, elle-même conséquence des troubles sociopolitiques dans ces parties du territoire. On note une grande perturbation dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, situation relative à la recrudescence de la violence à l'origine de l'abandon de certaines zones de production agro-pastorale par les paysans. À côté du nord-ouest et du sud-ouest, les régions de l'ouest et du littoral qui accueillent les déplacés de la crise anglophone, ainsi que la région de l'extrême nord, en proie aux troubles sécuritaires pour cause de Boko Haram, vit également un sinistre sur le plan nutritionnel. Cette situation nutritionnelle des populations s'est dégradée dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, en proie aux conflits sociopolitiques, mais également à l'extrême nord, dans le littoral et à l'ouest, région haute des personnes déplacées internes et où le pouvoir d'achat des ménages est faible. Si la campagne agricole en cours, avec la récolte des céréales, des racines, des tubercules et autres légumineuses, dégage de bonnes disponibilités alimentaires, il reste que la production agricole demeure perturbée dans certaines localités des 3 régions septentrionales du Cameroun. La situation de la production agricole est relativement bonne, exception faite dans certains départements comme le Logone-Chari, le Mayo-Sava et le Mbéré, où les inondations et l'insécurité civile ont perturbé la campagne agro-pastorale. La pandémie du coronavirus a sérieusement impacté la production agricole au Cameroun. Mais pour le gouvernement, la situation n'est pas catastrophique. Les Camerounais ont encore de quoi se nourrir.
Dans tout le pays, exception faite des régions du nord-ouest et du sud-ouest, les ménages disposent actuellement d'importants stocks qui pourront couvrir leurs besoins alimentaires jusqu'en mars 2021. Selon des statistiques, un ménage actif sur 10 au Cameroun est affecté par les effets négatifs du coronavirus. L'objectif pour le gouvernement, qui entend éliminer la faim au Cameroun d'ici 2025, est d'apporter une assistance humanitaire d'urgence aux populations en insécurité alimentaire sévère, notamment dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'est et de l'extrême nord. Alors que le gouvernement soutient que les Camerounais en majorité disposent d'assez de stocks de nourriture jusqu'en mars 2021, la réalité est tout autre. À l'approche des fêtes de fin d'année dans la ville de Douala, très peu de personnes disposent de revenus conséquents pour offrir à leurs familles des repas spéciaux pour le réveillon de Noël. Ils invoquent les conséquences du Covid-19. Certains ont perdu leur emploi du fait de la crise sanitaire. D'autres ont vu leurs revenus s'amenuiser au fil des mois et sont contraints de revoir les budgets prévus pour les fêtes de fin d'année. Ils s'expriment dans ce reportage signé François Dikoumet et Isabelle Carole-Zoupet. Les fêtes de Noël et de Nouvel An ne vont pas être célébrées de la même façon au sein des familles, contrairement aux années précédentes. On ne donne même pas. Les activités ne donnent pas. Tout est cher sur le marché. L'année passée, c'était meilleur. Mon budget l'année passée, c'était même plus de 300 000. Donc maman, cette année, c'est la magie. Chacun est allé dans la valise, choisit la vie de l'année passée. À y voir de près, la maladie à coronavirus serait l'une des principales causes de la crise financière qui secoue des familles. Corona a fait, on a même aussi supprimé ces fêtes-là. Puisque l'année passée, on n'a pas fini les études. Et pour inscrire les enfants cette année, on a obligé les gens de payer d'abord la pension de l'année passée avant d'inscrire les enfants. Les habits qui étaient dans la valise, que les enfants pouvaient fêter même 2 ans. Le temps que les enfants ont mis à la maison, ils ont gaspillé tous ces habits. Donc il n'y a plus rien. Donc, pour les amis, pour le moment, je regarde encore parce que le temps est tellement dit que Corona est venu gâter. Tout le monde arrive au marché pour que tu puisses avoir même pour me causer. Mais il faut d'abord pour me la chose d'abord pour que tu redis la pension de les enfants là-bas, tu dois chercher les enfants pour la deuxième tranche. Pour qu'on finisse la deuxième tranche, de voir si tu peux d'abord payer les habits des fêtes et après. L'année passée, à cette année, il y avait fait tout. À cause de ces soucis, dans les espaces marchands, il y a plus d'admirateurs que d'acheteurs. Malgré la conjoncture économique qui persiste ajoutée à la pandémie, il y a qui sont d'ores et déjà prêts à accueillir l'enfant Jésus. Même si c'est demain là, ils seront déjà aussi à la une. Même si c'est demain, ils sont prêts sur tous les plans. Oui. Je n'attends pas les jours de fête pour acheter les habits ou acheter la nourriture aux enfants. Les fêtes de fin d'année frappent à nos portes. Les tout petits attendent de recevoir des cadeaux, mais la crise s'impose. Une affaire fait grand bruit à Banjoun, dans la région de l'Ouest. Un chef traditionnel mis aux arrêts pendant plusieurs jours, alors qu'il tentait de calmer les populations en furie, elles qui voulaient en découdre avec des présumés voleurs qui tentaient de s'échapper après avoir commis un forfait dans un site réservé à une entreprise de télécommunications. Les faits ont suscité la colère des populations qui ont manifesté durant plusieurs jours devant l'hôtel de police à Banjoun. Le récit des faits avec Leclerc Tsakem. Ces moments, assis à main le sol, ne sont pas dans une cour de deuil, mais plutôt à l'entrée du commissariat de sécurité de Banjoun. Parti de Yom 3 par Banjoun, ces hommes et femmes sont venus s'enquérir des nouvelles de leur chasse et 2 de ces notables incarcérés dans ce commissariat. Aux environs de 2 h du matin, les bandits ont fait éruption au lycée bilingue de Yom où se situe l'antenne Orange. Ils ont enlevé les batteries et pendant qu'ils s'enfuyaient à quelques mètres du lycée, ils sont donc tombés en panne. Pendant qu'ils se battaient à dépanner le véhicule, la population a donc fait éruption et a intercepté ces bandits. On les a ramenés au niveau de l'antenne et on a interpellé le chef du quartier. Le chef est donc arrivé, il a également appelé ses notables. Pendant que la population se battait pour taper sur des bandits, le chef a récupéré les bandits et a interpellé la police qui, peu de temps, sont arrivés pour les ramener au commissariat. Quelques jours après, le chef a été interpellé
il a demandé à ces notables, j'ai été interpellé au commissariat, il faut donc que vous m'accompagniez. Ils sont donc arrivés ici mardi de la semaine passée. Grande a été leur surprise de se rendre compte qu'on les mette plutôt les menottes et qu'on les envoie en cellule. Ces populations ne comprennent pas la tournure des choses. Je ne comprends pas comment un véhicule qui a été utilisé pour voler doit être réparé. On a donc dit, on a compris. Et il nous fait comprendre qu'à son niveau, il ne peut rien et que l'affaire est déjà chez le procureur. Nous, on ressort donc, on se dirige vers le procureur. Je descends, j'entre dans le bureau du procureur. Il me fait comprendre qu'il a réalisé qu'à Bandjoun, dès qu'on arrête un bandit, on le tue directement. Et qu'il est là pour montrer au propre Bandjoun que le bandit a des droits et qu'il faut le protéger. Le commissaire maintient sa position, il parle de destruction jusqu'à ce qu'ils ont déjà donné le montant de 6 millions de francs qu'il faut déjà payer pour la voiture. On ne sait pas si l'arme du crime on doit laisser. Et de surcroît, il y a 2 jours, le bandit s'est échappé au commissariat. Un bandit, même les gens qui ont arrêté le bandit, ils sont encore sortis pour chasser le bandit. Pour la 2e fois, il a tapé. Il est en cellule. Depuis quelque temps, ces dernières ont perdu le sommeil à cause des malfrats. Elles croisent désormais les doigts pour que la justice triomphe dans cette affaire. C'est depuis un mois qu'on souffre de vol de porc, les poulets, les chèvres, l'insécurité totale dans beaucoup de maisons. Dans quel pays on se trouve? Le Cameroun est un pays de paix, le Cameroun est un pays de justice et nous croyons, nous sommes convaincus que la lumière sera faite sur cette affaire et peu importe ce qui doit se passer, la justice sera faite car nous croyons à la justice camerounaise. Le reporter d'Equinox rendu au commissariat de Bandjoun pour avoir la version des faits des maîtres des lieux. Ce dernier n'a pas voulu s'étendre sur l'affaire. Pour l'heure, le chef et ses notables respirent l'air de la liberté mais ne sont pas au bout de leur peine. Affaire à suivre. En Afrique centrale, l'outil d'alerte précoce des déséquilibres macroéconomiques n'a pas été mis en place cette année 2020. Les différents États de la CEMAC, frappés de plein fouet par la crise sanitaire, ont demandé le report de la mise en œuvre de cette réforme. Cependant, d'autres réformes structurelles censées être mises en place pour sortir d'une crise économique peinent à être implémentées. Quelques avancées ont été notées, c'est ce qui ressort de la session ordinaire de la cellule de suivi du programme des réformes économiques et financières de la sous-région Afrique centrale. D'autres précisions avec Eric Fopoussi. En cette fin d'année 2020, une évaluation de la mise en œuvre du programme de réforme économique et financière de la CEMAC, bref CEMAC, s'impose. S'agissant du pilier 3 consacré aux réformes structurelles, l'on note un retard important et les efforts à fournir pour l'atteinte des cibles du programme à fin 2021 sont préoccupants. C'est que les actions résiduelles du pilier 3, qui devaient être mises en œuvre en 2020 et 2021, ont subi les effets néfastes de la pandémie de Covid-19. La quasi-totalité des actions inscrites dans ce pilier, dans la matrice des actions du PREF, sont ainsi concernées. Le contexte de 2020, marqué par la pandémie, a ralenti l'exécution des actions restantes dans ce pilier. Toutefois, certains faits importants méritent d'être relevés. En effet, la 39e session du collège de surveillance multilatérale de la CEMAC, qui s'est tenue par visioconférence en octobre dernier, a permis premièrement de procéder à l'adoption du projet de règlement mettant en place l'outil d'alerte précoce des déséquilibres macroéconomiques en zone CEMAC. Toutefois, l'entrée en vigueur du dit dispositif a été reportée à l'exercice budgétaire 2022 en raison du Covid-19. Le collège a aussi examiné puis adopté le projet de dispositif de sanction pour les infractions aux règles de la surveillance multilatérale et enfin a discuté de l'opportunité de la mise en place du fonds multilatéral destiné à regorger l'épargne financière sur ressources. Alors qu'on arrive à la tenue des dernières réunions dans le cadre de la première phase du PREF CEMAC 2017-2020, une profonde réflexion a été engagée sur les orientations de la prochaine phase du PREF prévue en 2021-2025. Les dites orientations porteront sur l'accélération de l'industrialisation, l'octroi d'une place prépondérante au secteur privé,
dans les stratégies publiques de développement et la poursuite de la réalisation du programme économique régional. Il est envisagé d'engager la rédaction du cadre stratégique de ce nouveau programme dès janvier 2021 afin d'organiser sa validation par les autorités compétentes vers la fin du premier trimestre 2021. Le travail de conception et de rédaction sera effectué suivant le mode participatif qui a toujours caractérisé les processus de réforme de la sous-région. La 12e session de la cellule de suivi du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, bref CEMAC, se tient les 15 et 16 décembre 2020 à Brazzaville, au Congo. Et avant le comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la sous-région Afrique centrale, comment peut-on évaluer ces 5 premières années de mise en œuvre de ces réformes économiques? Je vous invite à suivre le secrétaire permanent du PREF-CEMAC, le professeur Michel Cyr Djenawembu, qui évoque les points d'ombre et les avancées dans le cadre de la mise en œuvre des réformes indispensables pour sortir de la CEMAC de la zone rouge. L'interprétation que je fais de cette situation est que nos efforts sont payants. Notre franche collaboration qui est portée par la mise en commun de nos énergies et intelligences peut être une arme redoutable contre le sous-développement dont souffrent encore largement nos États. Pour moi, il est donc évident que lorsque les enfants de la CEMAC réfléchissent ensemble, travaillent ensemble, se concertent, se consultent mutuellement, se critiquent parfois convivialement, dépassent les aspects et les questions personnelles et surtout se soutiennent réciproquement, alors ils peuvent affronter tous les obstacles qui se présentent à eux. Je suis certain de n'avoir pas été le seul à faire ce constat. Alors je nous exhorte tous à poursuivre nos efforts de collaboration dans ce sens pour aller de l'avant. Mesdames et messieurs, la seconde activité qui a été menée concerne le chiffrage du plan de relance communautaire post-Covid-19 de l'économie de la CEMAC. Sommairement, ce plan chiffré à 7 045 milliards de francs CFA, pour lesquels 2 560 milliards, soit environ 36% du montant total, sont déjà mobilisés lors de la conférence de Paris. Cela montre qu'il nous reste à rechercher près de 4 485 milliards sur 5 ans. Donc, tous les documents du chiffrage qui a été fait avec les institutions techniques concernées seront présentés. Je voudrais enfin relever la tenue de diverses réunions par les institutions communautaires en vue de faire avancer l'agenda de la communauté. Il s'agit de réunions tenues par la commission de la CEMAC, par la BUAC, la COSUMAF, le GABAC, la COBAC, la BVMAC, dans le cadre de leurs mandats respectifs et de la mise en œuvre des décisions et recommandations de COPIL du PREF-CEMAC. Enfin, j'aimerais terminer mon propos en relevant qu'il reste beaucoup à faire pour assurer le développement économique de nos États au regard des actions restantes de la matrice du PREF-CEMAC. Dans l'escale internationale, les Nations Unies se disent préoccupées par la situation humanitaire au Tigré, en Éthiopie. Là-bas, l'organisation se plaint de ne pas avoir accès à la région pour apporter de l'aide humanitaire. Malgré les accords signés entre le gouvernement éthiopien et les organismes des Nations Unies, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a pris de nouvelles mesures à l'approche des fêtes de fin d'année afin d'éviter un impact social et économique de la deuxième vague d'épidémie liée au Covid-19. La mouture internationale est signée Nadine Yambou. Le Conseil de sécurité de l'ONU demeure divisé sur le dossier tigrin plus d'un mois et demi après le déclenchement du conflit. Les récentes négociations n'ont abouti à aucun consensus. D'un côté, des pays comme la Chine et les 3 États africains, membres du Conseil, s'opposent fermement à la publication d'un communiqué réclamé par l'Allemagne, l'Estonie, pour envoyer un signal fort au gouvernement éthiopien. De l'autre côté, certains membres affichent leur vive préoccupation face aux difficultés que rencontrent des milliers de réfugiés qui tentent de rejoindre le Soudan.
Concernant la situation humanitaire, l'organisation onusienne se dit choquée et frustrée de n'avoir toujours pas réussi à entrer au Tigré pour apporter de l'aide aux populations victimes. Malgré toutes les tentatives de médiation engagées, l'ONU peine à convaincre l'Éthiopie. Pourtant, 2 accords avaient été signés avec les dirigeants pour un accès humanitaire dans la région. Au Tigré, les conditions de vie des populations se dégradent de plus en plus et la communauté internationale craint que le conflit ne s'enlise et ne déstabilise toute la corne de l'Afrique. Au Ghana, le bras de fer entre l'opposition et le gouvernement se poursuit. Après avoir contesté la réélection du président Nana Akufo-Addo, le candidat malheureux à la présidentielle, John Mahama, a publié ses propres chiffres contraires à ceux communiqués par la commission électorale. Selon le Congrès national démocratique, le NDC, le chef d'État ghanéen est bel et bien arrivé en tête du premier tour, mais avec 49,62% et non 51,59% comme annoncé, ce qui implique, selon lui, la tenue d'un second tour entre les 2 rivaux. La contestation des urnes s'étend également au niveau des législatives. D'après les calculs effectués par le parti de John Mahama, le NDC remporte la majorité au Parlement avec 140 sièges. Si la commission électorale admet avoir fait des erreurs dans ses décomptes, rassure toutefois que ces manquements ne changent en rien les résultats rendus publics, encore moins la fiabilité du processus électoral au Ghana. L'Afrique du Sud passe à une vitesse supérieure face à la menace du coronavirus à l'approche des fêtes de fin d'année. Le pays est soumis à de nouvelles restrictions plus strictes à l'arrivée d'une seconde vague épidémique. Avec la période estivale qui pointe à l'horizon et son lot de célébrations et de réjouissances au bord des plages, il est de bon ton, estime le président Cyril Ramaphosa, de prendre des mesures pour éviter des morts et protéger l'économie déjà affaiblie. Ainsi, le couvre-feu débute à 23 h dans tout le pays. Les bars et restaurants devront fermer dès 22 h. Ces mesures s'imposent aussi pour les réveillons de Noël et du Nouvel An. Les rassemblements religieux sont limités à 100 personnes à l'intérieur et 250 à l'extérieur. Au 15 décembre 2020, près de 4000 nouvelles infections ont été enregistrées. Pays le plus touché sur le continent africain, l'Afrique du Sud recense près de 860 000 cas positifs au coronavirus avec 23 000 décès. Des publi-reportages dans ce journal, la promotion des nouvelles technologies de l'information, de la communication et la promotion des métiers du numérique sont des préoccupations majeures et des défis passionnants pour Orange Cameroun. L'entreprise de télécom leader dans la téléphonie mobile au Cameroun a signé un partenariat avec l'Institut africain d'informatique. Objectif, accompagner cette structure dans la valorisation des NTIC au Cameroun. Reportage. Engagé dans une vaste campagne d'attraction de talents sur le plan national et sur le continent, Orange Cameroun tend la main à l'IAI, l'Institut africain d'informatique. Cet accord est vraiment exceptionnel puisqu'on engage une des meilleures institutions académiques avec un leader du numérique, de la technologie. On construit ensemble un futur meilleur pour les entreprises. Chacun apporte ce qu'il a de mieux, fournit ce qu'il a de mieux en même temps. Et ensemble, on construit l'avenir, on construit des compétences pour demain. L'accord entre Orange Cameroun et IAI est signé à Yaoundé. Il traduit la volonté des deux institutions à œuvrer pour l'éclosion du numérique au Cameroun et en Afrique dans un partenariat gagnant-gagnant. Ce partenariat avec Orange Cameroun est une véritable aubaine pour notre communauté estudiantine, pour nos étudiants qui pourront effectuer leur stage académique à Orange Cameroun. Au niveau du campus de l'Institut, nous allons donner également la possibilité à Orange d'avoir une meilleure visibilité à travers nos programmes sociaux,
notamment MIGEF 2035, la formation d'1 million de jeunes d'enfants et de femmes à travers la République. Si pour Orange Cameroun, l'Institut africain d'informatique force l'admiration grâce à la qualité de la formation qu'il offre, pour l'IAI également, Orange Cameroun est l'unique entreprise de téléphonie au Cameroun dont les produits et les services sont satisfaisants. Orange. Vous l'avez peut-être observé, la nouvelle identité visuelle de la BICEC, la banque, un an après avoir été intégrée dans le groupe bancaire marocain BCP, elle vient de faire le point sur les réformes qui ont été engagées afin de viabiliser davantage la BICEC et rassurer sa clientèle. Reportage. L'association entre la BICEC et la BCP, la Banque Centrale Populaire, s'est faite il y a un an. Pour commémorer ce premier anniversaire, le top management de la banque était face aux hommes de médias et autres leaders d'opinion en vue de présenter de façon officielle la nouvelle identité visuelle de la BICEC. Pour le changement de l'identité visuelle, comme vous pouvez le voir, on a préservé la marque BICEC. Et ça, pour nous, c'est un message extrêmement important compte tenu de l'ADN et du poids de cette marque dans le marché camerounais, l'attachement des Camerounais à cette banque. Deuxième changement important, c'est l'évolution de l'identité visuelle à travers l'introduction du cheval, qui est l'emblème du groupe BCP, qui représente cette force, cette solidité et aussi surtout cette relation de partenariat dans la durée avec nos clients. Et on l'a situé dans un cercle orange qui montre tout l'univers digital dans lequel le groupe aujourd'hui, à travers lui, la BICEC, s'est résolument engagé. Une nouvelle signature qui marque un tournant nouveau pour la BICEC, acteur de référence du paysage bancaire au Cameroun, mais qui surtout traduit le sens premier de l'association entre la BICEC et la BCP, c'est-à-dire grandir ensemble. Donc à travers ce changement, on souhaite marquer davantage notre volonté de financer d'une manière plus forte l'économie camerounaise, d'introduire des solutions innovantes, des solutions digitales et de repenser le parcours client et donc l'expérience client par rapport à nos différents points de distribution. Au-delà de la nouvelle identité visuelle de la banque, la commémoration de ce premier anniversaire s'est également illustrée par la présentation du bilan de la première année de la Banque internationale pour le Cameroun au sein de la BCP. Il y a aussi également le retour de la BICEC auprès de l'État parce que nous avons au cours de l'année 2020 souscrit à plus de 130 milliards de francs CFA en bons du Trésor. Donc d'abord financer le développement de la BICEC et sa capacité à donner davantage de crédit. Et ensuite, on avait effectivement dans le cadre de cette année de transition un certain nombre de provisions que nous avons dû constater et qu'on a couvert par l'augmentation du capital, un certain nombre de points liés à des opérations exceptionnelles comme des contrôles fiscaux. En somme, c'est une année de réalisation. Tout le long, la banque s'est appliquée à offrir à sa clientèle de nouveaux produits monétiques et digitaux innovants, doublés d'une qualité de service au meilleur standard. Une filiale commune de la BICEC et de la BCP a également été créée, Upline Securities Central Africa, laquelle ambitionne de se positionner sur le marché financier sous-régional comme acteur clé de l'intermédiation boursière, de l'ingénierie financière et de la conservation des titres. La BICEC, faut-il encore le rappeler, est un acteur de référence du paysage bancaire camerounais. Elle opère à travers un réseau bancaire de 37 agences reparties sur l'ensemble des régions du Cameroun, avec un peu plus de 380 000 clients et près de 800 collaborateurs. La BICEC occupe une position de premier plan sur l'ensemble des marchés particuliers, professionnels et corporate. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. En voulant éviter la justice populaire, du côté de Banjoun, un chef se retrouve dans une cellule d'un commissariat.
C'est une histoire rocambolesque à Banjoun, dans la région de l'Ouest. Ces sujets, ces populations se sont mobilisées près du commissariat afin de comprendre les raisons de l'interpellation et la mise en garde à vue de ce chef traditionnel et certains de ses notables. Pourtant, ils n'étaient pas engagés dans l'opération de vindicte populaire menée par les populations. Elles souhaitaient en découdre avec les présumés voleurs ayant commis un forfait sur les installations d'un opérateur de télécommunications à Banjoun. Et selon les témoignages, les autorités judiciaires ont tenu à faire savoir qu'il ne devrait pas y avoir de justice privée, mais personne ne comprend pourquoi le chef traditionnel a été arrêté pendant plusieurs jours avant d'être relaxé. Les autorités n'ont pas souhaité communiquer ou réagir durant les investigations menées par nos correspondants de ce côté-là. Voilà, c'est donc l'essentiel qui nous sort deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant donc, madame, monsieur, la suite. Et qui n'en sort. Retour sur le plateau et qui n'en soit deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Hilaire Macaire, Zipan, du mouvement progressiste. À côté de lui, René Stéphane Ngoué de l'Union des populations du Cameroun et un journaliste d'investigation. J'espère qu'il va nous donner raison, il va nous